Bonjour à tous. Alors, j'aimerais parler de deux choses. La première, c'est les implications possibles sur ce que fait Trump avec ce qu'on appelle la section 230. C'est pas lié à la vape, en tout cas pas indirectement, mais ça pourrait avoir des effets sur le long terme. Et la seconde, c'est que j'aimerais revenir sur la taxe qui est prévue en Europe sur la vape, parce que il y avait Penvivic qui a parlé de choses intéressantes, que ça pourrait transformer le secteur de la vape. Alors, depuis quelques semaines, vous savez que Trump est en guerre contre les réseaux sociaux. Et il veut attaquer il veut révoquer ou totalement modifier la section 230. Je ne sais pas si vous entendez des bruits en arrière-fond, mais voilà, c'est des travaux. Et qu'est-ce que c'est la section 230? En résumé, c'est une immunité pour les GAFAM, pour les entreprises technologiques, par rapport au contenu de l'utilisateur. Sur le web, vous avez plusieurs statuts. Un site peut avoir, une personne peut avoir plusieurs statuts. Il y en a trois principaux. Vous avez le statut de plateforme et vous avez le statut d'éditeur. Ça, c'est aux États-Unis. En France, vous avez également le statut d'auteur. Par exemple, le statut de commentateur n'existe pas. Quelqu'un qui commente, que ce soit sur un blog ou sur un site ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sous la loi française. On termine ici, je ne sais pas si... on parle ici de responsabilité, responsabilité devant la loi. Mais on va surtout parler du statut de plateforme et d'éditeur. Un éditeur, c'est quoi? C'est un média de masse, par exemple. François, France Télévisions, BFM, c'est des médias. C'est-à-dire que lorsqu'ils publient quelque chose, un article, quoi que ce soit, toutes les merdes, comme d'habitude, sur leur site web, ils sont responsables de chaque mot qu'ils publient. C'est pour ça qu'on peut porter plainte contre eux, qu'on peut avertir le CSA, etc. Parce qu'ils sont responsables. C'est eux qui ont validé la publication. Donc ça, concerne tous les médias. Même si vous êtes un petit blog, vous avez comme mon blog, je n'ai même pas 100 visiteurs par jour, je suis un éditeur. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, ça peut être une revue, ça peut être un coup de gueule, ça peut être des insultes, c'est moi qui suis responsable devant la loi. Vous avez le statut ensuite de plateforme. La plateforme, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est YouTube. En gros, qu'est-ce que c'est le concept de plateforme? C'est vraiment comme son nom l'indique. C'est une plateforme. C'est une plateforme de code et de certaines directives. Et au-dessus, vous avez le CGU, le contenu généré par l'utilisateur, comme cette vidéo. Cette vidéo que je suis en train de faire, et comme des millions d'autres vidéos, c'est du contenu de l'utilisateur. C'est moi qui publie. Il y a une responsabilité dans le cas de la plateforme, c'est que ce que YouTube, je vais prendre l'exemple de YouTube, mais ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux, c'est que YouTube peut me censurer, peut couper, peut supprimer ma vidéo ou supprimer ma chaîne dans deux cas. On voit pas les doigts, voilà, deux cas. La première, c'est que je publie quelque chose qui est contraire à la loi. C'est contraire à la loi de mon pays et à la loi américaine, même si dans les faits, c'est souvent la loi américaine qui est privilégiée. Dans les deux cas, par exemple, je sais pas, je peux pas nier, ou plutôt, je peux pas
publier un contenu niant l'existence des chambres à gaz. Parce que le négationnisme est un crime, est interdit en France et en Allemagne. La même chose, je ne peux pas promouvoir le nazisme, je ne peux pas promouvoir des contenus terroristes parce que le contenu terroriste est interdit aux États-Unis mais également dans la plupart des pays. Après, il y a toujours une subtilité sur l'interprétation, etc. Mais en gros, voilà. Vous avez des trucs que vous ne pouvez pas dire. L'appel à la haine, le racisme, des contenus pour adultes, etc., etc. Donc, la plateforme est responsabilisée par rapport à ça. C'est que elle peut sanctionner uniquement si l'utilisateur publie quelque chose qui est illégal. Le problème, c'est que la vape, c'est pas illégal aux États-Unis. C'est ce que Vipinjivik a dit. La vape n'est pas illégale en France. Elle n'est pas illégale en Angleterre. En fait, elle n'est pas illégale dans la plupart des pays. Il y a des pays où c'est illégal. En Inde, elle est illégale. Aux Philippines, elle est illégale. En Malaisie aussi, voilà. Il y a des pays. Mais le problème, c'est que depuis un an, tous les reviewers, en tout cas ceux qui sont encore en activité, le voient. YouTube veut vraiment leur peau, en fait. Il veut vraiment les dégommer. Et donc, ça, YouTube n'a pas le droit de le faire parce que ce qu'il fait en attaquant la vape, c'est qu'il endosse le rôle d'éditeur. C'est-à-dire qu'il choisit le contenu qui est autorisé ou non. Après, encore une fois, c'est une question de nuance parce que vous avez encore des vidéos de vape. C'est pas totalement banni. Mais vous avez des sanctions sur la visibilité du contenu, sur la promotion et surtout sur la monétisation. Ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Et c'est là que Trump intervient. Parce que Jack Dorsey, qui est le boss de Twitter, c'est le président de Twitter, il a une idée géniale, comme n'importe quel petit con qu'il est, c'est qu'il a eu l'idée lumineuse de fact-checker les tweets du président des États-Unis d'Amérique. En général, quand tu t'attaques au président, ça se passe très mal en fait. Et Trump l'a très mal pris. L'a très mal pris et il a dit mais c'est quoi cette merde? Et donc il a publié un décret, c'est pas juste une proposition de loi, c'est un décret qu'il a publié, vous pouvez le chercher, où en gros il explique que les réseaux sociaux ont eu acquis une telle pouvoir qu'ils peuvent littéralement dire ils peuvent décider ce que tu as le droit de dire ou non, indépendamment de l'illégalité du contenu vis-à-vis de la loi. Et ce que Trump reproche surtout, et on sent que c'est vraiment quelque chose qui est personnel pour lui, c'est que on commence à m'attaquer sur mes tweets, mais on ne fait rien contre les démocrates qui racontent des conneries. Par exemple sur l'ingérence russe, qui n'existe pas puisque ça a été prouvé et que c'est l'exemple qu'il cite. C'est que si on doit me censurer, alors pourquoi on ne censure pas les démocrates? Et là, dans ce décret, dans ce ordre exécutif, il donne 60 jours pour que la section 230 ne s'applique pas. Ne s'applique plus aux GAFA, mais en gros aux grosses boîtes, quoi. Facebook, Twitter, Instagram, etc. Disons que l'impact est gigantesque si ça se concrétise réellement. Je pense que les GAFA vont négocier, c'est évident, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que imaginez que vous avez une chaîne de vape et que votre publicité est désactivée parce que Google considère que ce que vous proposez est dangereux. Et bien vous pourrez tout à fait porter plainte contre Google si la section 230 saute. Parce que si la section 230 saute, Google est un éditeur, donc ce qu'il publie, ce qu'il laisse publier, c'est lui qui en est responsable. C'est pas vous. Donc, on pourrait tout à fait aller vers lui en disant, dis donc,
mais t'as démonétisé ma chaîne. Alors que la cigarette électronique, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas illégale aux États-Unis, c'est-à-dire selon ta loi, et elle n'est pas illégale dans mon pays. Si j'habite en France, si j'habite en Afrique, si j'habite au je sais pas quoi. Dans les deux pays, c'est pas illégal. Alors pourquoi tu démonétises ma chaîne? Donc ça peut être un motif de plainte. Et gardez à l'esprit que si la section 230 saute définitivement, c'est-à-dire que vraiment ça saute, ça ne m'arrivera pas à mon sens, parce que on voit déjà Zuckerberg à quatre pattes servile est allé pleurnicher chez Fox News en critiquant Jack Dorsey, le boss de Twitter, en sachant que les deux sont les meilleurs amis du monde. C'est chacun pour soi, quoi. Oui, il ne devrait pas être l'arbitre de la vérité, etc. Ça se crêpe le chignon parce qu'ils sentent que cette attaque sur la section 230, elle est massive. C'est vraiment... C'est-à-dire que si cette section 230 est supprimée, Twitter ferme au bout de 30 jours. Parce qu'il se prendrait tellement de plaintes, c'est pas uniquement concernant 30. Toutes les associations, les organisations, c'est la porte ouverte aux plaintes, quoi. C'est des milliers de plaintes qui vont arriver. Facebook pourrait tenir 2-3 mois. Et YouTube fermerait aussi. Parce que justement, ils n'auront plus la possibilité d'avoir cette immunité. Donc ils ont deux choix. Soit la première, c'est qu'ils s'entêtent dans leur idéologie néolibérale, progressiste. Parce que ce que Trump reproche, c'est que les GAFAM minimisent la visibilité, cachent la visibilité des contenus conservateurs, ça va être les républicains, etc., conservateurs, et promeut énormément le contenu des démocrates et progressistes. Il n'a pas le droit, il doit être neutre en fait. C'est ça le statut de la plateforme. Donc, soit les GAFAM s'entêtent et que non, nous, on va continuer à censurer le contenu, à filtrer le contenu, les GAFAM vont sauter. Voilà. La seconde option, ce qui est très bonne pour la VAP et pour tous secteurs qui se sont visés par Google et les autres GAFAM, c'est que les réseaux sociaux deviennent réellement ce qu'ils sont censés être à la base, c'est-à-dire des plateformes. Ils n'ont absolument aucun, ils ferment leur gueule sur ce qu'on a le droit de publier du moment que c'est légal devant la loi. Donc ça fait beaucoup parler et on a vraiment une contre-propagande qui est lancée actuellement par les GAFAM, attaquant Trump, l'attaquant de tous les côtés comme un censeur, alors que c'est pas un censeur en fait. Il dit simplement l'évidence. Donc c'est une affaire qui doit suivre, ça ne concerne pas la VAP, mais ça pourrait indiquer des motifs de plainte, etc. Parce que si la section 230 saute, bon, on perdra tous nos réseaux sociaux, mais c'est pas grave, on se débrouillera. Mais ce sera des motifs de plainte sur tous les torts que Google, parce que Google, bien sûr, ils sont sur les vidéos et les chaînes YouTube, mais également les sites. Je veux dire, tous les mois, moi j'ai un site d'actualité, tous les mois je reçois une putain de notification d'AdSense sur l'étude britannique concernant l'essai clinique qui montre une efficacité double de la cigarette électronique par rapport au substitut de nicotine. C'est un algorithme qui fait ça, c'est automatique. Alors qu'il n'y a plus de publicité. J'ai supprimé les publicités, mais tous les mois, je reçois ce putain d'avertissement. Voilà. Et c'est pas le seul sujet. Il y a eu beaucoup de... si par exemple tu parles du nucléaire, tu es pro-nucléaire, tu vas te faire censurer. Si tu es pro-OGM, tu vas te faire censurer. Il y a comme ça énorme, ça dure depuis des années. C'est que Google et les GAFAM ont commencé à filtrer activement le contenu depuis 2016, depuis l'élection de Trump. Il y a beaucoup de bruit, hein, désolé. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre avec grande attention. Et j'espère que Trump va aller jusqu'au bout, qu'il ne va pas se dégonfler à la dernière minute, avec des négociations de merde. Parce qu'il nous faut ces plateformes aussi neutres que possible. Ensuite, j'avais dit que dans la dernière vidéo que l'Union européenne, la Commission européenne, prépare des taxes sur la vape qui seraient équivalentes à celles du tabac,
Et ça semble être bien parti, sachant que les prix vont être multipliés par 3 ou 4. C'est-à-dire que ça va exclure tous les pauvres. Toutefois, un effet secondaire de ça, c'est que si cette taxe passe, et si la vape est taxée telle qu'elle, ils vont pas se contenter de petits pourcentages, hein. Ils vont avoir le gros part du gâteau. Et ben, ça représente de l'argent qui va rentrer dans les caisses du gouvernement. Et par conséquent, ils n'auront plus aucun intérêt à diaboliser la vape. C'est-à-dire que vous allez même avoir... En tout cas, c'est pour moi, c'est ce que Vepinvik dit. Moi, je ne suis pas d'accord totalement avec ça. Mais ce qu'il dit, c'est que on pourrait tout à fait avoir une TPD qui serait beaucoup plus souple que celle de 2016 parce que il aurait tout intérêt à encourager la vape parce que ça représente du fric pour eux, en fait. Mais à quel prix, encore une fois? Quel est l'intérêt que les chicos, les riches, puissent se payer la vape alors que les autres puissent crever et retourner à la clope? Je suis contre ça. C'est hors de question. C'est hors de question, en fait. Si la taxe est uniquement amortie par les vendeurs et les distributeurs, il n'y a pas de souci, parce que quand on voit les marges, 600, 700, 1000%, voilà, ils peuvent l'amortir. Mais comme c'est une taxe excise, c'est un terme qui désigne que la taxe, c'est moi qui la paye, c'est-à-dire le consommateur final qui doit la payer, parce que c'est ce que veut l'OMS en fait. Parce que s'ils suivent la taxe du tabac, c'est toi le fumeur qui la paye, c'est pas l'intermédiaire. Et donc là, ça va détruire la vape pour les pauvres qui ne vont jamais passer à la vape parce que c'est déjà que c'est trop cher. J'ai déjà parlé de la vape et de la pauvreté. Ça marche pas. Et là, ça va être un truc pour les riches, quoi. Pour les bourges. Donc, moi, je suis contre ça. C'est hors de question. Mais, voilà. On pourrait avoir un assouplissement des conditions. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais c'est quelque chose qui n'est pas totalement négatif. Mais seuls les plus privilégiés vont en profiter, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc merci et à bientôt.